Ok, bienvenue tout le monde. J'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez des enfants, ou vous travaillez avec des enfants, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à toutes ces subtilités qu'ont nos chers petits. Donc mes conférences, j'aime bien que ce soit très didactique. Du coup, n'hésitez vraiment pas tout du long à poser des questions et puis à vous exprimer. J'aime beaucoup quand il y a un échange comme ça. Alors, donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est éveiller les potentiels magiques des enfants. Et puis, c'est bon? D'accord. Et puis, j'aimerais vous donner plein de petits trucs et astuces. Et puis, c'est important pour moi de ne pas entrer trop dans la théorie, mais plus dans le quotidien, bien avec les petits. Donc, évidemment, vous êtes libre de faire des allées-venues comme vous avez envie, d'autant plus quand il y a des enfants. Donc, moi, je m'appelle Joëlle Chotan. Depuis toute petite, je suis une enfant un peu particulière, où quand j'étais petite, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Et quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose qui était différent. Et c'est par la suite, en grandissant, en discutant avec mes camarades d'école, vers l'âge de 12 ans à peu près, que je me suis vraiment rendu compte que ce que je percevais n'était pas des choses que les autres percevaient forcément. Donc quand j'étais enfant, je voyais ce qu'on appelle les auras, donc les couleurs autour des gens, je les vois toujours. Je voyais des êtres décédés, des entités, je voyais, mais je les vois toujours, c'est pas des choses que j'ai perdues, hein, j'ai réussi à les entretenir dans le temps. Et donc du coup, je vois les personnes décédées, je vois les esprits de la nature, beaucoup de couleurs autour des gens, beaucoup de choses flotter un peu partout. Et en fait, on peut imaginer un peu que dans mon spectre de vision, le spectre est large et je vois des choses qui appartiennent à une fréquence vibratoire que les autres ne peuvent pas forcément percevoir. Et donc du coup, c'est super magique et en même temps, ça peut être super handicapant. Et le but de ma conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de renforcer en fait toutes ces choses magiques que peuvent avoir les enfants, tout en faisant attention de ne pas en faire des enfants rois ou des êtres extraordinaires. Et voilà, en gardant vraiment bien les pieds sur terre. Ma chance à moi, c'est d'avoir grandi dans une famille très sportive, où du coup on faisait plusieurs entraînements par semaine, j'avais des compétitions du week-end, donc j'ai pas eu vraiment le temps de m'attarder sur toutes ces perceptions, parce que j'étais une famille beaucoup dans l'action. Donc j'ai pas non plus eu une famille qui a cherché à renforcer cela, même au contraire, ils connaissaient rien de tout ça. Mes parents, ils viennent de la montagne, donc ils viennent de la terre, mais c'est mes grands-parents des deux côtés étaient paysans, entre autres, s'occupaient de la terre. Du côté de ma maman, plutôt mon grand-père était policier, ma grand-mère couturière, mais ils avaient une culture de la terre dans leur famille très proche. Et en fait, pourquoi je vous disais ça par rapport à... Ah oui, du coup, mes parents, eux, ils ont grandi dans beaucoup de sports. Mon père, il a fait un 8000 dans l'Everest, dans l'Himalaya, pas l'Everest, mais dans l'Himalaya. Ma mère, elle faisait énormément de courses à pied, de ski de fond. Eux, ils m'ont du coup appris à la course d'orientation. J'en ai fait pendant 17 ans en compétition. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup nourri mon esprit, mais j'ai pas eu, une famille où ils m'ont mis à l'école Steiner, où j'ai eu des accompagnements spécifiques. Non. Ils savaient depuis toute petite que j'étais une petite fille sensible, mais en même temps, on ne s'attardait pas trop là-dessus. En fait, si je pleurais parce que je ressentais quelque chose qui était difficile à l'école, ou quand je percevais des choses dans la famille, c'est Joël, quoi. Ça s'arrêtait à peu près là. Donc c'est plus tard, en voulant savoir un peu mieux tout ce que c'était, ces choses que je percevais, je me suis tournée sur le bouddhisme tibétain, qui était ma porte d'entrée principale, vu qu'on avait des photos du Népal à peu près dans toute la maison, suite aux expéditions de mon père. Donc du coup, je me suis beaucoup intéressée au bouddhisme tibétain. C'est quelque chose, une corde qui vibre très fort en moi. Je pense que j'ai pas mal de vie antérieure là-bas, les dernières en tout cas.
Et donc du coup, c'était quelque chose de facile, une bonne porte d'entrée. Et puis, en étudiant le bouddhisme tibétain, je me suis rendu compte aussi qu'on avait une culture forte chez nous. Et je suis revenue à la culture celte. Et puis maintenant, je suis une voie qui est la voie du druidisme, qui est une voie qui me plaît beaucoup parce que c'est celle de notre terre. Et puis voilà, je l'enseigne maintenant dans une école qui s'appelle Eorian, où on enseigne la voie du druide, et une voie voilà, initiatique liée à la terre celte. Et puis au sein de ça, on a vraiment une partie dans l'école de plus en plus qu'on développe en lien avec les enfants pour le but de leur aider à se familiariser avec les pouvoirs magiques qui les habitent. Alors quand on dit pouvoir magique, il faut bien vous imaginer qu'on a tendance à mettre l'enfant sur un piédestal et à se dire « Waouh, mon enfant il est extraordinaire !» Et le nombre de parents que j'ai vu débarquer vers moi en lecture de l'aura pour me dire oh, « Joël, mais dis-moi qu'est-ce que tu vois comme force chez mon enfant ?» Parce que quand même, il est vraiment spécial, les maîtresses, elles ne peuvent plus rien en faire, mais je sais, c'est parce qu'elles ne peuvent pas le comprendre. Voilà. Donc on a un petit syndrome de l'enfant roi, mais il faut dire que voilà, c'est vraiment important pour moi de considérer l'enfant comme un être en devenir qui se cherche à plein de niveaux. C'est important de l'accompagner avec un cadre quand même, donc voilà, et puis beaucoup de bienveillance dans tout ça, mais vraiment lui donner des racines et du respect et des valeurs qui sont extrêmement importantes. Donc il faut savoir que quand les enfants ils viennent sur Terre, la plupart du temps, ils n'ont pas tout le contenu émotionnel que nous on a. Quand on vient sur Terre, on porte, donc ça c'est une tradition qui vient du druidisme, mais qui vient aussi de beaucoup d'autres traditions, on porte en nous 3 karmas. Ces karmas, c'est comme des histoires, des mémoires. Il y a un karma qui vient de nos ancêtres, ce qui est transmis par le sang. Donc si vous voulez, c'est l'histoire de vos ancêtres. Que ce soit du côté de la mère ou du côté du père, vous la portez par le sang qui coule dans vos veines. Ensuite, vous avez le karma de votre âme, c'est votre histoire en tant qu'âme, tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Et il y a un 3e karma qui est le karma géographique, qui est un karma qui correspond à l'endroit dans lequel vous vous êtes incarné ou l'endroit dans lequel vous venez. Ça peut être des fois où on a été conçu, c'est assez vague en fait. À un moment donné, il y a une sorte de fusion qui se fait entre un lieu géographique et puis l'enfant. Et ces 3 karmas vont faire à 1/3 chacun la même force, au même pourcentage, ce qu'est l'enfant. Ce que vous êtes vous aussi. Et du coup, vous allez grandir à travers tout ça, à travers ces 3 forces qui vous habitent, ce qui fait que des enfants peuvent être complètement différents d'un à l'autre malgré le fait qu'ils viennent des mêmes parents ou qu'ils ont grandi au même endroit. Il suffit que son karma d'âme soit complètement différent de l'autre enfant et forcément, ça sera des enfants complètement différents malgré qu'on imagine qu'on aura eu une demi-fille. J'en ai 2. Je présente Aria et son papa Joël, même prénom. Et ça embrouille toujours tout le monde. Et puis mon autre fille d'Alan n'est pas là, elle a 10 ans, Aria elle a 5 ans. Et donc je vous disais que des enfants même qui ont toute la même génétique et tout, selon leur vécu et ce qu'ils portent en eux, ça peut être des enfants complètement différents, même si on dit je les ai éduqués pareil, je comprends pas. Mais il suffit qu'un enfant ait vécu, je sais pas, des traumatismes difficiles dans un côté, c'est clair que ça va se manifester dans sa vie encore. Alors, c'est important de savoir que quand l'enfant vient au monde, il est très perméable. Mais il a énormément de facultés parce qu'il est dans une enveloppe qui est plus ou moins neuve. Elle est quand même teintée de l'énergie de la mère et du père, mais plus ou moins neuve. Et puis, on a l'âme qui se souvient encore de plein de choses, de l'au-delà, on va dire ça comme ça pour résumer, parce que si je vous donne un cours au niveau des incarnations, je pense qu'on est encore là pendant 5 heures. Et puis, après, on a tout ce qui se passe au moment de la naissance. Et c'est comme si vous avez un pseudo-disque dur vierge, et à partir du moment de la naissance, même si ça commence déjà bien avant, mais admettons, on commence là, c'est plus simple à comprendre, dès le moment de la naissance, le disque dur, il commence à se remplir. Il y a 3 disques durs chez l'enfant, il y a un disque dur émotionnel, donc ça contient toutes les émotions, on appelle ça le corps astral. Il y a un disque dur mental qui détient toutes les croyances qu'on nous met dessus. Non, si tu manges trop de pâtes, tu vas grossir. Un disque dur mental avec les croyances qui est lié au corps mental.
Et puis on a encore un autre disque dur qui est causal, c'est un peu spécial, mais c'est le disque dur des événements. En fait, c'est le souvenir des événements, mais sans émotion, sans pensée, c'est un peu spécial. Donc votre enfant, il se met à enregistrer. Et il se met à remplir son disque dur. Donc si par exemple il y a des émotions fortes à un moment donné dans la famille, puis qu'on ne lui explique pas pourquoi, ce qui se passe, typiquement moi, à mes 8 mois, à mes 9 mois, ma soeur elle est née. Elle est née prématurément et puis en fait c'était une naissance en urgence parce que ma mère a eu un accident. Donc en fait à mes 9 mois j'ai été placée pendant 2 mois chez mes grands-parents en sentant que ma mère allait peut-être mourir et voilà. Et en fait un jour j'ai dit à ma mère mais en fait tu m'as expliqué? Et elle m'a dit non mais on était petite, on n'avait pas besoin de t'expliquer. Donc c'est vraiment ça aussi les enfants. Ils vont se souvenir de mémoire émotionnelle, de mémoire mentale, et si on ne leur donne pas une mise à terre et une explication, ou en fait on ne leur donne pas une validation de leur vécu, cette mémoire elle reste là active, sans comprendre, avec un genre bulle, grand point d'interrogation, je la traiterai un jour. Et ça peut rester ça là pendant des années et des années et des années. C'est chez vous que je suis venue faire une expertise, non? Non? Ah, je croyais plus que... Ah. Il y a tout le village. Eh mais coucou! Eh mais salut les filles! Bonjour! Pas chez vous? Ah, je croyais. Ça peut se faire. Non mais... Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un, je sais plus son prénom, qui m'avait prêté un livre très intéressant de Bergson aussi. Et donc du coup, ces enfants, ils ont besoin de validation. Mon message, il était autour de ça. C'est important, quand vous voulez éveiller le potentiel magique de vos enfants, que vous lui donnez des validations, que vous lui expliquez les choses, que vous mettiez des mots réels sur les choses qui se passent, le mieux possible. Et évitez le « il est trop petit, il ne peut pas comprendre ». Parce que vous pouvez toujours trouver un sens, une mise à terre que l'enfant peut comprendre. Et en fait, vous allez bien voir, parce que tant que vous ne faites pas, il va vous faire bip, jusqu'à ce que vous lui dites exactement ce qui se passe. Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi maman? Et puis pourquoi? Et puis pourquoi? Puis ils reviennent de se la faire. Pourquoi maman ça? Et si vous avez des pourquoi tout le temps, c'est qu'en fait l'enfant, il manque... Ils sont curieux, hein, par défaut. Il a aussi la période des pourquoi, je suis d'accord. Mais il manque en fait de validation et en fait il a son grand point d'interrogation qui fait bip bip à l'intérieur de lui et qui a besoin de comprendre. Donc une des grandes clés, c'est d'expliquer, de donner du sens et d'expliquer toutes les choses. Et de faire attention aux explications qu'on donne aussi. Une des grandes explications mystères, c'est celle liée à la mort. Parce qu'en fait, il y a une femme adulte qui était venue me voir en lecture de Laura qui avait une peur phobique des papillons. Et puis, quand elle était petite, quand on a décodé un peu l'histoire et puis que je suis allée voir dans ses mémoires, j'ai vu ses parents qui lui disaient que quand on mourait, en fait, on devenait un papillon. Et donc, du coup, elle avait associé les papillons à la mort et ce grand point d'interrogation dans une mort qui était quelque chose qui l'avait beaucoup interrogée et dont elle n'avait pas pu pouvoir parler parce qu'elle est trop petite et c'est pas le moment. Et donc du coup, voilà, ça déclenche en fait des choses qui ont des points d'appui très étranges, auxquels on ne s'attend pas forcément. Donc vraiment essayer d'expliquer au maximum les choses, toutes les choses. Et c'est intéressant pour nous en tant qu'adultes parce qu'on ne sait pas toujours comment expliquer les choses. Mais on en est capable parce qu'on est plein de créativité nous aussi. Et puis on trouve toujours les mots justes, mais des mots qui ont vraiment le pouvoir d'ancrer l'enfant dans une réalité et lui faire une mise à terre de ses émotions. C'est comme si vous imaginez, il y a quelque chose de difficile et l'émotion elle reste comme ça pour l'enfant, et quand vous lui donnez un sens, vous faites prendre racine à cette émotion, elle descend dans le sol, elle est stable et c'est ok. Et ça garantit un bel épanouissement de vos enfants qui seront autour de vous. L'autre chose, c'est que les enfants sont très sensibles, ils ressentent beaucoup de choses, donc c'est important de valider ces choses qu'ils sentent. En leur disant, alors moi je ne vois pas ce que tu vois, mais j'imagine que ce que tu vois ça doit être magnifique, alors est-ce que tu peux m'apprendre, m'expliquer? Parce que quand vous avez des enfants qui voient des trucs dans leur chambre, ça peut être un petit peu perturbant, d'autant plus quand nous on ne les voit pas. Alors tout l'art là, pour ceux qui ne les voient pas et puis qui sentent leur peur s'agiter à l'intérieur du oh mon Dieu, ma fille elle voit un fantôme, au secours. Que faire? Vite appelons Joël.
Non mais c'est vraiment de se dire, bah, elle le voit et c'est ok en fait. Et c'est important que vous lui donniez aussi cette mise à terre en disant, oui, alors c'est possible, il y a des fois des choses que moi je ne peux pas voir, que toi tu peux voir, mais alors ça m'intéresse de découvrir ce que toi tu arrives à voir et faites-lui dessiner, ou alors faites-lui utiliser de la terre cuite, enfin, des choses à travers l'art et la créativité pour lui permettre d'expliquer ou par cette explication, elle va pouvoir faire sa propre mise à terre. C'est pour ça que la thérapie a quelque chose de magique et Joël le sait bien parce que du coup il est en pleine étude là-dedans. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ça permet de donner racine à des choses qui sont impalpables et de donner une forme à ces choses qui restent dans quelque chose de non palpable et donc du coup qui fait peur. Pourquoi les gens ont peur des fantômes? C'est simplement parce qu'ils ne les voient pas, puis qu'en plus on ne sait pas où ils sont, puis qu'en plus ils peuvent être là tout près, et puis en plus on ne sait pas ce qu'ils nous font. Au secours. Oui. C'est à partir de quel âge en fait on peut dire à un enfant, quand ouais, je sais pas, j'ai peur, je vois un crocodile ou je sais pas, pour qu'il exprime ça de façon artistique. Alors, si tu as un enfant qui ne peut pas s'exprimer de manière artistique parce qu'il est trop petit pour dessiner ou pour tenir un crayon, tu peux toi faire le relais de ça. De dire, regarde, on prend une cage où tu donnes une mise à terre, on prend une cage où je fais une boule et on va mettre le crocodile à l'intérieur. Puis tu trouves le moyen de dire à l'enfant, où est-ce que tu aimerais maintenant qu'on mette cette boule ou cette cage pour que le crocodile puisse partir. Puis tu trouves le moyen de le faire. Après, avec les tout petits qui ne parlent pas encore, c'est plus un travail que tu vas devoir faire en purification de lieu ou autre par rapport à ça. Parce qu'on peut, c'est difficile de les accompagner là-dedans. Mais c'est important de faire descendre ce sans forme dans la forme, pour le rendre tangible. Et puis lui donner en fait un espace dans lequel il n'est plus, tu vois, où il est, où c'est ok en fait. Vos enfants, quand ils viennent aussi sur Terre, oui, ils ont énormément de perception extrasensorielle et c'est bien que vous les appreniez à les développer. Et parce qu'on est dans une société où on stimule beaucoup l'hémisphère, le processeur central étant celui de je réfléchis, je pense, mes pensées sont directionnelles, je pense à un truc à la fois, alors que l'enfant, majoritairement, l'hémisphère cérébral qui fonctionne chez lui, c'est l'autre. On a deux hémisphères cérébraux, on en a un qui est un peu un processeur central qui prend une info à la fois, mais super bien, qui est le cerveau, je les confonds tout le temps, le cerveau gauche, lié à la main droite. Et puis, ce cerveau gauche lié à la main droite, lui, il pense à un truc à la fois, mais quand il pense, il va au fond des choses, c'est très directionnel, ça va dans une direction, et c'est ce qu'on nous apprend beaucoup à utiliser à l'école. Le cerveau gauche, c'est celui que vous utilisez quand vous faites, par exemple, des calculs. Vous êtes ultra concentré que là-dessus, en fait. Vous ne pouvez pas fonctionner avec autre chose, d'accord? Si je vous dis 546 plus 798, vous allez réfléchir et vous allez à ce moment-là rien faire d'autre. Vous êtes dans les chiffres dans la tête. Ça, c'est le cerveau gauche. C'est très précis, mais c'est une info à la fois. Et les enfants, eux, ils fonctionnent quasiment que, quand ils sont petits, avant l'âge de 7 ans, ils fonctionnent quasiment que avec le cerveau droit. Et le cerveau droit, lui, c'est 1000 infos à la fois, mais jamais profondément. Donc c'est, je capte tout ce qui m'entoure, je traite l'info de manière générale, je capte, c'est aussi beaucoup plus émotionnel, c'est corporel. Le cerveau droit, je peux chaque fois réfléchir. Donc celui qui est justement un multiprocesseur, lui, il est très corporel, il va être très dans le ressenti du corps et il est lié aux 5 sens. Aux 5 sens de manière très large en fait. C'est ces gens qui pensent en arborescence. Et la plupart des enfants qu'on dit HP, la plupart des enfants jeunes, comme à l'âge d'Aria, elle est encore dans son mode de fonctionnement en arborescence. C'est plein de choses à la fois, mais lui demander de se concentrer pour faire un truc, vous avez déjà vu les enfants quand on leur demande de faire des calculs au tout début, qu'ils apprennent les maths, comme c'est dur. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la gymnastique cérébrale qui est faite pour ça. Ça vient avec le temps. C'est pour ça que dans l'anthroposophie, typiquement, ils laissent les enfants tranquilles jusqu'à l'âge de 7 ans.
Et c'est à partir de l'âge de 7 ans qu'ils commencent à leur voir qu'est-ce qu'eux, ils veulent apprendre vraiment, et qu'ils ont un cerveau qui fonctionne plus sur la focale. Mais sinon, jusque-là, on les laisse vraiment plus vadrouiller un peu dans leur propre vie. Et donc, ces enfants, ils pensent comme ça. Donc, il faut vous imaginer que vous ne pouvez pas lui dire « Écoute-moi maintenant très attentivement pendant plus que 10 secondes ». Parce qu'un enfant, il va peut-être tenir 10 secondes en disant « Écoute-moi maintenant très attentivement ». Parce que ça, c'est le cerveau d'écoute très focal. Et ça tiendra très peu de temps, parce que le reste du temps, il est happé par tout ce qui l'entoure. Il est hyper connecté avec tout ce qui l'entoure. Et nous, on n'a plus l'habitude de comprendre comment il fonctionne. Même si on était comme ça enfant, on a été tellement formaté par l'école à penser à un truc à la fois qu'on n'arrive plus à penser dans l'arborescence. La plupart. Il y en a qui continuent justement à penser en arborescence, mais c'est un peu spécial. Alors il y a des exercices pour stimuler, autant chez vous que chez les enfants, pour stimuler cette focale et cette arborescence, et de stimuler cette gymnastique un peu, qui permettra de gérer nos deux pouvoirs magiques, notre pouvoir magique de je suis connecté à tout, et notre pouvoir magique de focale, parce que quand même, il n'y a pas à dire, elle est pratique la focale. Hein. C'est je pense à un truc à la fois, je suis concentrée. Et donc ça, c'est des exercices qui passent à travers les sens, et puis on les décortique un à un, mais on peut en choisir un une fois, et on va, par exemple, si je vous donne l'ouïe, le sens de l'audition. Là, vous êtes en train de m'écouter, donc vous êtes dans un sens focal de l'ouïe, et vous êtes en mode cerveau gauche, main droite, cerveau gauche. Donc le cerveau focal. Bonjour, bienvenue. Et si, pendant que je parle, vous arrivez à élargir, essayez maintenant, vous élargissez votre audition pour entendre tous les sons qui vous entourent, tous, mais sans vous focaliser sur un. D'ailleurs, vous allez même plus, votre cerveau ne va même plus comprendre ce que je dis au bout d'un moment, parce que ça va être ça, c'est le cerveau droit. Donc le cerveau en arborescence, lui, il l'entend. Et il n'écoute pas, il l'entend. L'audition, c'est, je mettais un petit coup, vous pouvez faire l'exercice, c'est écouter, entendre tous les sons qui nous entourent sans chercher à leur coller une étiquette dessus. Sans chercher à dire « Ah, c'est un enfant qui pleure, ah, c'est des enfants qui crient, ah, c'est des oiseaux qui chantent ». Essayez. Vous écoutez tous les sons sans chercher à vous focaliser dessus, juste un petit bain sonore. Vous sentez comme ce coquin de cerveau focal, il cherche à focaliser tout le temps en disant « Ah, attends, il y a un truc là, c'est pas ça, ah, non, c'est des oiseaux, non, c'est bon, c'est un enfant, mais il va bien, non, c'est bon. » On cause, on va attendre. L'enfant, il n'a pas ça. Il entend 1000 bruits. Tout d'un coup, il y a un bruit qui sort du lobe et il va dire « Eh, ah, maman, t'as entendu, il y a un jaillit. » Mais sinon, le reste du temps, en fait, c'est vraiment cette écoute, cette audition large. Donc si vous voulez stimuler la gymnastique de l'audition chez un enfant, pour un enfant par exemple qui a la peine à écouter les consignes ou à entendre quand on lui dit quelque chose, c'est de faire ce petit exercice. De dire à un moment donné, t'écoutes tout, écoute tout, et je vais faire plein de petits bruits, mais tu ne dois pas deviner ce que c'est. Puis vous pouvez faire tic-tic sur une casserole, vous pouvez secouer un truc de riz, ou alors vous pouvez l'amener carrément en sonothérapie chez quelqu'un pour entendre le chant des bols tibétains si vous voulez offrir ce type de séance aux enfants. Et en fait, il est juste dans un bain sonore. Et après, vous lui faites ça pas trop long, parce que de nouveau. Et ensuite, après, vous lui faites écouter un son à la fois et il doit deviner ce que c'est. Et là, il va être concentré. Et vous lui faites ça pas très longtemps. Ça va lui faire travailler les deux hémisphères cérébraux. Vous pouvez faire pareil avec la vision. La vision, ce sera regarder quelque chose de précis. Par exemple, là, je regarde le bateau de désinfectant au-dessus de ta tête. Donc, je regarde ça précis. Mes yeux sont focales dessus. Et ensuite, alors que je continue de le regarder, je regarde ce qu'il y a autour en périphérie. La vision périphérique des yeux est une vision qui correspond au cerveau droit. Donc, celui qui analyse beaucoup de trucs à la fois. Donc, je regarde le spray. Et en même temps que je regarde le spray, je regarde tout autour. Et ça, c'est les exercices de lecture d'aura, c'est ce qu'on fait en fait, parce que
C'est comme ça qu'on apprend à voir les auras au tout début. Pour les gens qui n'arrivent pas à les voir, c'est de travailler cette vision périphérique. C'est comme ça qu'on voit les couleurs, les pronoms. Parce que voir les auras, ça fait appel au cerveau droit, justement. Et puis pareil, à un moment donné, je me focalise que sur un truc. Après, le moment d'après, je regarde tout autour et je regarde que en périphérie. Ce qui est spécial en périphérie, c'est que dans nos yeux, c'est que je ne sais jamais si c'est les cônes ou les bâtonnets, mais je crois que c'est les cônes. Ceux qui voient que en gris. En gris ou en noir blanc. Bref, du coup, c'est quasiment que ceux-là qui fonctionnent. C'est ce qui fait qu'on voit souvent des trucs passer, des ombres. On ne les voit pas en couleur, en périphérie, parce qu'en fait, ce qui fonctionne le plus dans la périphérie, c'est justement pas les trucs de couleur, c'est les autres. Et voilà. Ensuite, vous pouvez faire pareil avec les goûts, vous pouvez faire pareil avec l'odorat, et vous pouvez faire pareil avec le toucher. Et quand vous travaillez beaucoup ce cerveau droit, ce qui est génial, c'est que votre enfant il va se corporaliser. Parce que c'est très important pour un enfant de vivre dans son corps, et tous les moments traumatiques liés au corps vont le décorporaliser et vont le faire aller dans l'analytique. Parce qu'il aura besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est hyper important de justement, comme je vous disais au début, de valoriser et d'expliquer les choses qui se passent pour qu'il puisse le comprendre, qu'il n'ait plus besoin d'analyser tout le temps. Sinon, tant qu'il y a des points d'interrogation, il va chercher à les comprendre, donc à analyser. Et quand il fait ça, il travaille du coup avec son cerveau gauche quand il analyse, et le cerveau gauche n'est pas corporel. Ou il est corporel, mais un corporel, un truc à la fois. Genre, je me plante une épine dans le pied, et puis oui, ça fait mal, ça oui. Mais après, le reste du temps, tout ce ressenti corporel vaste, ça c'est quelque chose qui est lié au cerveau droit. Donc c'est toutes des petites choses en fait qui vont l'aider à prendre possession de son corps et à se comprendre. Une autre petite chose encore, c'est très important d'ancrer vos enfants. Et donc du coup, faites-les marcher au maximum à pieds nus. Qu'ils puissent avoir les pieds nus dans la terre, qu'ils puissent aller jouer dehors, qu'ils puissent aller sauter dans les flaques, hein, rien. Ou bien courir quand il pleut. T'aimes bien ça aussi, non? Aller courir dehors sous la pluie. Tu fais ça? Oui. Avec qui? Ouais. Dès qu'il pleut fort, on fait ouais, c'est la douche. Alors on sort. Puis on va courir sous la pluie. Donc c'est tous ces petits moments en fait où on se dit mais non, ça se fait pas, mais non, elle va choper la crève, mais non. Puis on se dit mais en fait non, mais pourquoi? Mais non, pourquoi? Ça, les enfants c'est les meilleurs pour ça. Pour nous dire tu me dis non maman, mais pourquoi? Alors j'essaie toujours de dire quand je mets un nom, de réfléchir au fond, pourquoi? Vraiment. Pas parce que ma mère elle m'a dit qu'il fallait pas, par exemple. Ou parce que j'ai toujours su qu'on fallait pas. Mais non, mais vraiment pourquoi en fait? Et vous verrez qu'il y a les 3/4 des noms qui finissent à la poubelle en fait. Et puis quand on laisse l'enfant faire des choses dans ses oui, et ben du coup c'est assez magique aussi ce qui se passe parce que l'enfant il a une meilleure gestion de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ces enfants qui n'ont pas de limite en classe, qui sont irrespectueux envers les maîtresses, les maîtres, le corps enseignant au sens large ou les parents. Bonjour, vous pouvez entrer si vous voulez. Vous pouvez sortir après même aussi. Ces enfants qui n'ont pas de limite et pas vraiment de respect, c'est souvent des enfants à qui on dit non tout le temps. Et en fait, ils ne comprennent pas le vrai sens du non. Ils ne comprennent pas, on leur dit non. Bah ouais, mais maman elle a dit non. Bah non. Mais en fait, il ne sait pas ce que c'est un non. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie mise à terre au non. Il n'y a pas un sens véritable à ce non-là. En fait. Donc, dès qu'on lui met un nom réel, en lui expliquant pourquoi, non, je ne veux pas que tu fasses ça. L'autre jour, un exemple, une personne de ma famille est venue m'annoncer qu'elle était enceinte. Et puis, il y a une autre personne de ma famille qui n'était pas encore au courant. Et du coup, cette personne, elle voulait absolument faire en sorte de pouvoir expliquer ça à cette autre personne en premier, sauf que les enfants papotent. Et donc, mes filles étaient au courant. Et il ne fallait pas qu'elles vendent la mèche, comme on dit. Alors, du coup, il a fallu leur expliquer pourquoi non, il ne fallait rien dire.
Alors, je leur ai expliqué que c'était très important que cette personne l'apprenne en premier, que c'était quelque chose de sensible chez elle et que cette personne, elle avait besoin de vraiment pouvoir être la personne qui l'apprend, elle, par la bonne personne et tout. Alors, Aria, cette copine, elle dit « Ah, mais moi, je ne vais pas réussir à me retenir, maman, je ne sais pas comment faire. » Tu te souviens comment tu as fait? Non? Ouais, elle ne se souvient plus maintenant. Parce qu'en fait, elle a effacé de son cerveau l'information. Donc elle m'a dit, ah je sais maman, j'efface. Alors elle prend comme ça, elle fait sur son front avec une fausse gomme. Mais maintenant elle ne se souvient plus parce qu'elle a super bien effacé. Et donc du coup, elle dit, ça y est, j'ai effacé. Et après, elle était là pour continuer à discuter à table. Et au bout d'un moment, au bout de 2 minutes, elle fait, vous discutez de quoi? Il y a on discute du truc que tu as effacé. Et elle fait, moi, j'ai effacé quelque chose? Bon, je ne me souviens pas. Donc voilà. Les enfants, ils sont assez magiques quand on leur explique les choses. Vraiment, après, ils trouvent des ressources par eux-mêmes auxquelles on n'aurait même pas pensé. Et puis, en fait, ils arrivent très bien à résoudre le truc d'une façon à laquelle en fait, on n'en est pas pensé vraiment. Ils sont pleins de ressources. Vraiment, c'est assez magique. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, si vous avez d'autres questions, si... Il y a des choses que vous aimeriez... Il y a des choses que vous avez vécues avec vos enfants, que vous aimeriez partager, ou des idées, des conseils, des remarques. Alors moi, je veux bien vous raconter ma fille de 4 ans qui fait un petit peu comme l'Ariel. Je peux donner peut-être le micro, comme ça on entend bien. Donc j'ai une petite fille de 4 ans qui fait un petit peu comme Aria. Mais c'est plutôt dans le sens contraire. Quand elle veut se souvenir de quelque chose, elle se touche la tête, elle dit je mets ça dans mon GPS. Et c'est vrai qu'elle a tendance à faire ça régulièrement pour des informations qu'on dit mais comment tu veux faire pour t'en souvenir ou comme ça. Donc c'est vrai qu'elle a la même attitude. On a d'autres qui ont des questions ou des remarques ou des partages? Oui. Juste une question pour les HPI, vu que je suis enseignant, je suis confronté à pas mal d'élèves qu'on étiquette HPI. Si j'ai compris, je ne suis pas sûr, mais si on est gaucher, on a plus de chances d'être HPI? Non. Parce que vous avez dit 7 vaudois. Alors, je me suis renseignée sur le sujet parce que ça m'a beaucoup intriguée aussi. Et en fait, ce qu'ils constatent en neurologie, c'est que les facultés migrent d'hémisphères. Selon quel hémisphère on va utiliser pourquoi, en fait, on ne retrouve pas les mêmes facultés dans les mêmes hémisphères. Donc du coup, il y aura une inversion à ce niveau-là, mais non, malheureusement pas. J'aurais juste une question. En fait, comment faire face à des adolescents? Parce que moi, j'ai plus de tout petits. C'était plus facile, mais maintenant c'est 14 et bientôt 12, et puis ça fait que moi, je suis assez connectée aussi, mais mon fils, non, en tout cas tes trucs là, ça m'intéresse pas, il bloque beaucoup depuis longtemps, je pense qu'il est peut-être très connecté, et puis ça lui fait peut-être peur, mais voilà, face aux adolescents, comment avoir quel comportement par rapport au nom, etc. Le nom, c'est une règle de toujours leur expliquer pourquoi. Ça reste toujours. Mais par contre, c'est normal qu'un adolescent il ait besoin de se révéler. Ça fait partie de sa façon de se découvrir et dans son évolution de vouloir plus faire du tout comme ses parents. Donc ça fait partie du chemin. Après, c'est important de dire, je comprends bien que tu ne veux pas faire comme moi, mais je suis là pour t'aider dans ce que tu as envie de faire toi, en fait. Et puis de se rendre disponible et à l'écoute de ce que l'enfant a envie d'explorer lui, dans les limites aussi de ce nom qui peut le mettre en danger ou qui n'est pas forcément respectueux pour lui ou son propre corps ou d'autres raisons, mais de vraiment lui dire moi je suis comme ça et je comprends bien que tu n'as pas envie de devenir comme moi, hein, ça je peux bien comprendre, et de le laisser explorer ce que lui il a besoin d'explorer aussi,
Mais ça fait partie en fait de la séparation avec les parents, qu'à un moment donné, de dire en fait, tes trucs c'est trop nul quoi. Et peut-être qu'un jour mes filles elles le feront, alors je ne sais pas du tout comment je le livrerai, hein. mais voilà, je me dire, voilà, en effet, elles ont peut-être tous les êtres élémentaires, les lectures de l'oral, les énergies, elles n'auront plus du tout envie d'entendre ça parce qu'elles voudront, je ne sais pas moi, faire mécano sur auto ou moto peut-être, vu le père. Mais quelqu'un est venu en moto, hein, ça je ne veux pas avoir, ni penser, ni rien. Donc voilà, ça fait, j'en sais, je peux que vous dire théoriquement parce que j'y suis pas encore confrontée, mais mon frère il est 12 ans plus jeune que moi, donc j'ai un peu vu son évolution à lui et en fait ce que j'ai pu constater c'est qu'il est en confrontation avec mes parents tant qu'ils lui ont demandé de reproduire ce qu'eux ils étaient. Et dès le moment où on a fait un travail pour lui permettre d'être ce que lui il avait envie d'explorer parce qu'en fait il était parti dans l'école de commerce. Et puis en lui laissant l'espace pour pouvoir vraiment ressentir, explorer et imaginer ce qu'il rêverait de faire de sa vie, et bien en fait il a fait graphiste. Enfin concepteur multimédia pour bosser pour des boîtes de sport, c'était son rêve. Quand il était à l'école de com en échec, il était à l'école de com en section sportive, donc il avait tant d'heures de sport par semaine et tout. Et je le voyais bien, il n'allait pas du tout, en fait, il n'y avait rien qui fonctionnait pour lui. Et donc du coup, un jour je suis allée chez mes parents, et puis je lui ai donné une page blanche, et je lui ai donné un stylo, et j'ai dit Yannick, maintenant tu vas me dessiner tout ce que tu rêves de faire dans ton métier. En tant qu'activité sur Terre, là, dans cette incarnation, qu'est-ce que tu rêves de faire? Puis il me dit, ouais, mais moi c'est des trucs, ça fait partie des hobbies, ça fait pas partie d'un métier, Dessine tout ce que tu rêves de faire. Il a dessiné des skis, il a dessiné une caméra, il a dessiné des montagnes, il a dessiné de l'appareil photo, il a dessiné un ordinateur, il a dessiné des t-shirts, des logos, et puis je sais plus tout quoi, mais en gros c'était assez clairement concepteur multimédia, graphiste ou autre. Et donc du coup je lui ai dit, inscris-toi à l'école d'art. Et il a été pris du premier coup alors qu'il n'avait jamais fait de dessin de sa vie. Et donc du coup, paf, il est entré à l'école d'art, il a tout bien réussi parce qu'il était vraiment à sa juste place. Et puis maintenant, il bosse pour Scott. Et puis du coup, voilà, il fait des trucs en lien avec le VTT, et puis le sport et le ski, partout, quoi. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir la curiosité en tant que parent, de découvrir qui est cet enfant mystère qui s'est incarné dans leur milieu et de ne pas vouloir le faire venir dans notre monde parce qu'on l'a déjà fait pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans et maintenant de lui laisser l'espace à ce que nous on découvre le sien aussi, on peut déjà le faire avant bien sûr. On s'arrête là? Ça va? Je vous vois. Vous avez exprimé quelque chose? C'est bon. C'est bon? Magnifique. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi. Alors, par rapport à tout ce dont je vous ai exprimé, j'avais écrit un livre qui s'appelait Être indigo, sans avoir le blues, qui parlait des enfants indigos, que je suis en train de complètement réécrire pour sortir du canevas enfant indigo, mais pour aller sur plus l'accompagnement au sens large, qui va sortir au mois de septembre, qui s'appellera Éveille le potentiel qui sommeille en toi. Et donc voilà, si jamais aux éditions Fabre, ça sera un livre pour les adultes, mais pour l'accompagnement des enfants et l'accompagnement d'eux-mêmes, avec plein de trucs et astuces, et entre autres cette focale liée au sens qui sera plus détaillée. Voilà, et puis sinon j'ai écrit des guides de balade pour aller se promener dans la nature, si vous vous ennuyez cet été. Et puis j'ai un stand en bas pour ceux qui veulent venir me voir après. Voilà, et puis si l'école vous intéresse, il y a aussi des flyers liés à l'école dans cette voie d'indique. Voilà, bon après-midi tout le monde. À bientôt. Merci.
pense à toi, même quand elle m'a dit. Coucou Marilyn.